Bonjour et bienvenue à la 50e diffusion de 5e dimension. Suite aux nombreuses questions relatives aux diffusions précédentes concernant les orphelins et les villes englouties, j'ai mis dans la description sous la vidéo 2 liens. Le premier est une enquête, hypnose régressive sur la dépopulation et la repopulation de Moscou et de Paris. Le deuxième lien est un film de 1998, Dark City, qui répondra certainement à certaines de vos questions. Comme on le sait maintenant, la réalité dépasse la fiction. Troisième partie de Retour vers le futur. Une pièce manquante du puzzle. Lorsque l'on observe les structures de l'ancien monde aujourd'hui, on ressent un grand sentiment d'absence et d'altération. Les structures ont manifestement été modifiées et changées radicalement au cours des 200 dernières années environ. Et quand on voyage à travers notre monde et qu'on étudie ces structures, un énorme sentiment d'absence persiste. Il manque quelque chose. Le concept de récolte éthérée à travers ces merveilleuses antennes n'est pas suffisant. Il n'est pas assez concret pour compléter le tableau. Quelque chose d'autre était autrefois présent qui rendait possible l'ensemble de la grille technologique. C'est bien sûr le composant technologique clé de ces structures. Le moteur et les mécanismes centraux qui les font fonctionner en premier lieu. Les moteurs n'étaient bien sûr pas des tokamaks. Un tokamak est un instrument rudimentaire et basique. C'est une conception du nouveau monde. Il n'appartient pas à l'ancien monde. Il n'aurait eu aucune place dans leur structure. Leur sophistication et leur finesse ne se seraient pas appuyées sur une telle laideur, sur une telle primitivité. Ce qui est indéniable en revanche, ce sont les parallèles entre la forme octogonale fondamentale du tokamak et l'amour de l'ancien monde pour l'octogone. Il est très probable que la formation octogonale soit une composante essentielle de la génération d'un vortex torique. Nous voyons l'octogone partout dans l'ancien monde. La géométrie octogonale sous-tend de nombreuses formations fondamentales de la structure. Et les structures octogonales particulières que l'on trouve partout ne sont pas une erreur, elles sont ce qu'elles semblent être, des coquilles vides abritant en même temps quelque chose d'autre. Cette sensation de vide est partout et reste inexpliquée. Tant de tours et de dômes s'élèvent jusqu'à de plus petites coupoles creuses. Pourquoi sont-elles creuses? Pourquoi une civilisation antérieure aurait-elle perdu tant de temps et d'énergie à construire une structure apparemment aussi superflue et inutile? Mais elle ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Un grand nombre de ces zones vides se trouvent toujours directement sous les antennes. Et bien que toutes ces structures vides, cruciales, ne soient pas des octogones, la plupart le sont, et elles sont toujours situées dans des zones clés, comme sous les antennes centrales, sous les résonateurs en forme de dôme, au centre de cours symétriques fermés ou détachés, et juste à l'extérieur des grands générateurs. Et quand on réfléchit à une géométrie si parfaitement travaillée, l'absence est tangible. Il y avait autrefois une sorte de cylindre ou d'appareil contenu dans cet espace. En outre, nous trouvons également divers vestiges historiques qui ressemblent de près au style structurel de l'ancien monde. Dans ces reliques, nous voyons que des cylindres ou des récipients vides font partie intégrante de l'objet. Pourrait-il s'agir d'objets fonctionnels miniatures, reflétant la forme des grands espaces vides que nous voyons dans les structures de l'ancien monde? Peut-être une sorte de micro-objet domestique qui permettait d'accéder à la production d'énergie des réseaux électriques plus larges? Les plus grandes structures contenaient-elles elles-mêmes des cylindres similaires? Sur de nombreuses photographies anciennes, les coupoles et les espaces octogonaux sont déjà vides. Mais il reste quelques images et illustrations qui peuvent donner un petit aperçu de ce qui était présent auparavant. Dans certaines, nous voyons un type de cylindre, et dans d'autres, nous voyons une sorte d'orbe ou de récipient. C'est une illustration de 1880
de l'achèvement de la cathédrale de Cologne. Elle se concentre sur le sommet de l'une de ces flèches. Les planches de bois sont des échafaudages. Comme vous pouvez le voir, le sommet de ces flèches s'ouvre, révélant une sorte de cylindre. Les hommes de cette illustration ne sont pas en train de terminer la flèche finale de la cathédrale. Ils enlèvent ce qui existait dans le conteneur à son sommet. Et cela pose la question de savoir combien d'autres aspects et caractéristiques de ces structures s'ouvrent de manière similaire. Et pourquoi s'ouvrent-elles? Que contenaient-elles? Il est intéressant de noter que c'est l'ésotérisme et un culte qui fournissent quelques indices. L'alchimie était une philosophie naturelle, obscure, ou une tradition proto-scientifique. Son objectif principal était la chrysopée, ou la transmutation des métaux de base en métaux nobles. Depuis ses débuts dans les cultures de l'Égypte, de la Grèce, de l'Inde et du Moyen-Orient antique, le domaine de l'alchimie, nous dit-on, était obsédé par la transformation des métaux de base en or et par l'obsession maniaque de créer l'élixir de vie pour atteindre l'immortalité. Nous avons tous entendu parler du médiéval Nicolas Flamel et de la pierre philosophale. C'est un champ d'investigation imprégné d'un riche tissu d'occultisme, de mysticisme kabbalistique et de magie. Ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que l'alchimie a été séparée de son occultisme et transformée en chimie, un domaine en plein essor. Mais il y eut un petit renouveau occulte au cours du XIXe siècle qui s'est poursuivi au XXe siècle. En 1922, un texte mystérieux a été écrit par un personnage tout aussi mystérieux. Le mystère des cathédrales de Fulcanelli. Le symbole ici représente l'élément hydrogyros. Sa traduction littérale du grec signifie « eau argentée ». L'hydrogyre a de nombreux noms. Il était aussi appelé « vif-argent ». Aujourd'hui, on l'appelle Mercure. Le symbole alchimique est précisément le même que celui utilisé en astrologie classique pour représenter la planète Mercure. Le mercure pur ou natif est un élément extrêmement rare dans la croûte terrestre. Il est principalement extrait du cinabre, une forme pigmentée rouge ou écarlate du sulfure de mercure. Le cinabre est le minerai source le plus courant pour le raffinage du mercure. Wikipédia et World Atlas nous apprennent que le mercure est le 66e élément le plus abondant de la croûte terrestre. À l'état pur, le mercure est un liquide semblable à de l'argent. C'est le seul métal qui soit liquide à température et pression normale. Il a un point de congélation de moins de 33,83 degrés et un point d'ébullition de 356,73 degrés. Il est un excellent conducteur d'électricité. Ses utilisations sont principalement d'ordre électrique. Il joue un rôle essentiel dans l'éclairage fluorescent. Il est également utilisé dans les thermomètres et les amalgames dentaires. Le mercure dissout tous les métaux, y compris l'or et l'argent, pour former des amalgames. La seule exception est le fer. Il est également utilisé dans les vaccins. Les industries médicales et pharmaceutiques gouvernementales ont déclaré le mercure toxique au début du XXIe siècle, éliminant progressivement son utilisation en médecine et amenant certains pays à interdire complètement cet élément. Dans certains pays, il est illégal de faire le commerce du mercure. Avant cela, le mercure était un élément de base de certains traitements médicaux traditionnels, comme la médecine traditionnelle chinoise. Et si je ne conteste pas la toxicité potentielle du mercure lorsqu'il est injecté dans le corps, les inquiétudes entourant son potentiel dangereux sont largement exagérées. Tous les métaux, surtout lorsqu'ils sont injectés et pris en excès, sont toxiques. Des taux élevés de fer, de cuivre, de zinc et d'aluminium dans l'organisme contribuent à toute une série de maladies, sans doute plus que le mercure. Et pourtant, les gouvernements de notre monde n'ont pas interdit l'aluminium, ils n'ont pas cessé d'enrichir les céréales avec l'oxyde de fer. Et les suppléments de zinc et de cuivre sont faciles à acheter, et sans contrainte sur la valeur du dosage auquel une personne peut s'exposer avec ces suppléments. Pourrait-il y avoir d'autres raisons non divulguées pour diaboliser et restreindre le mercure? Examinons d'un peu plus près le potentiel électromagnétique de cet élément extraordinaire. Le mercure est un liquide conducteur d'électricité
Et pour cette raison, il a été utilisé historiquement pour créer des interrupteurs de lumière, des électrodes dans certaines batteries, comme gaz pour créer une lumière fluorescente, et, plus intéressant encore, il a été utilisé, nous dit-on, dans les phares. De nombreux phares sont construits selon la structure octogonale familière. Le rôle du mercure dans la rotation des lentilles est un exemple subtil de réaffectation. Il est très probable que les appareils complexes au sommet de ces phares ont été modifiés en lentilles lumineuses pendant la grande réinitialisation et que ce qui existait avant fonctionnait pour extraire l'énergie éthérée. Pendant la majeure partie du XIXe siècle, des brûleurs à gaz et à pétrole ont été utilisés comme source de lumière dans ces structures. Et pourtant, regardez la taille de certaines de ces lentilles. Regardez la complexité des conceptions. Un éclairage de maison modifié fonctionnant au gaz et au pétrole? Je ne le pense pas. L'histoire du phare est de la plus haute importance, car 1. Elle fournit la preuve de la présence du mercure dans une sorte d'appareil situé directement dans une cupule, l'endroit même que nous voyons vide sur tant de structures aujourd'hui, et 2. Parce que la présence du mercure ici devait permettre aux lentilles de tourner et de pivoter plus facilement. Et c'est très intéressant, car regardez ce qui se passe lorsque vous appliquez le magnétisme et l'électricité au mercure. Il tourne et crée un vortex dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, selon l'application du courant. Comme vous le savez, un vortex est l'expression intégrale d'un champ torique. Il existe 3 principaux types de vortex: électrique, magnétique et électromagnétique. En plus du potentiel électromagnétique du mercure et de sa susceptibilité à former un vortex lorsqu'il est sous l'influence du courant, l'eau argentée a également une autre application méconnue. Regardez. Pas étonnant que le mercure soit diabolisé et illégal. Comme vous pouvez le constater, le mercure est capable de fournir, même à une antenne de télévision artisanale, la capacité de convertir des courants alternatifs de fréquence radio pour en extraire un signal de télévision. Les antennes peuvent être conçues pour transmettre et recevoir des ondes électromagnétiques dans toutes les directions de manière égale. Et on pourrait supposer que les orbes des antennes de l'Ancien Monde contenaient du mercure. Mais là encore, ce n'est pas un secret que le mercure s'amalgame avec l'or et d'autres métaux. Un amalgame est un alliage de mercure et d'un autre métal. Le mercure s'amalgame fortement avec l'or, le cuivre, l'argent et de nombreux autres métaux. La seule exception courante est le fer. Les orbes ne pouvaient pas contenir de mercure car, comme vous l'avez vu, le mercure aurait dévoré l'or, l'argent et le cuivre et se serait amalgamé avec les métaux. Nous ne voyons aucune preuve de cela ici. Elles fonctionnent strictement comme des antennes aériennes. Mais si toutes ces structures contiennent un type de moteur ou d'appareil similaire aux lentilles de Fresnel que nous voyons dans les phares avec du mercure formant continuellement un vortex,
alors nous aurions une configuration permettant aux antennes d'extraire l'énergie éthérée et de transmettre de puissants signaux électromagnétiques. Tout comme Fulcanelli le révèle dans sa lecture de Saint Christophe, c'est le mercure qui permettait alors d'atteindre son potentiel. Il est fort probable que les cylindres, récipients et conteneurs absents qui ont été retirés de ces structures et qui étaient généralement présents à l'intérieur des structures géométriques octogonales contenaient du mercure. Et cela soulève la question suivante. Si certains phares font encore fonctionner leurs lentilles au mercure aujourd'hui, n'extrairaient-ils pas encore l'énergie éthérée? Non, pas du tout. Et une fois de plus, Fulcanelli nous explique pourquoi. Comme Fulcanelli l'affirme ailleurs dans le mystère des cathédrales, la dissolution du soufre, ou en d'autres termes, son absorption par le mercure, a fourni le prétexte à des emblèmes très différents. Mais le corps obtenu, homogène et parfaitement préparé, conserve le nom de mercure philosophique. C'est le mata ou composé de première classe, qui ne nécessite qu'un processus de cuisson graduel pour se transformer d'abord en soufre rouge, puis en élixir, et enfin, dans un troisième temps, en médecine universelle. Comme Fulcanelli l'explique clairement, la transformation du mercure pur en un état sulfureux rouge est la première étape, et comme mentionné précédemment, le cinabre ou sulfure de mercure est rouge, et comme nous le voyons ici sur les représentations des tuniques de Saint Christophe, il porte une moitié grise pour indiquer le mercure, et une autre moitié rouge qui indique le soufre rouge. C'est un état de mercure transformé qui permet alors, ici représenté comme le Christ, de réaliser son plein potentiel, ou de rester conforme à la légende, afin d'atteindre les masses. Ce que Fulcanelli nous dit en fait, c'est qu'afin de pouvoir distribuer cette énergie électromagnétique propre par le biais d'antennes ou d'orbes en or, un type spécial de mercure devait être présent. C'est ce qui était contenu dans les vaisseaux et les moteurs. Et il est probable que c'est ce mercure unique qui a permis l'extraction de l'énergie éthérée d'en haut, en premier lieu. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence, si vous croyez en une telle chose, mais il est intéressant de voir que beaucoup de petites reliques, ressemblant à des vaisseaux, ont des traces rouges à l'intérieur des conteneurs. Peut-être un hommage à la substance qu'ils contenaient autrefois.